La nuit a été difficile, mais à force de réflexion, la logique nous impose ce choix. Pour Clara et moi, il ne fait plus aucun doute. Partir et rejoindre Africa. C'est sur cette terre oubliée que nous souhaitons reconstruire notre vie. Nous serons des migrants, fuyant un hostile lieu de carnage. Par contre, Gabriel et l'oncle ne partagent pas ce projet. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse vivre heureux en paria perpétuel. Mieux vaut fuir. Il nous faudra cependant nous résoudre aux adieux. De l'espoir est né un nouveau désespoir. Prendre le risque de quitter définitivement les membres de ma famille, il va sûrement nous falloir du temps pour accepter ce choix. Une chose est sûre, c'est qu'en ce matin, nous pouvons déjà commencer à envisager un plan. Puis, dans quelques jours, nous nous mettrons en chemin vers une amie de Jacques. Elle s'appelle Améthyste, il me semble. Mais ça, ce sera plus tard. Car aujourd'hui, ce sera un jour assoupi. Une journée entre la triste réalité et une nouvelle alarme hurle dans nos oreilles. Section d'assaut en approche. Section d'assaut en approche. Jacques se connecte au serveur domestique. Il précise. Un sous-virus était implanté dans les fichiers de la banque. Nous sommes repérés. Ils seront là d'ici 20 minutes. Caleb est à bord. Nous n'avons plus le temps de penser. Il nous faut vite agir. Nous prenons quelques affaires en urgence et sautons à bord du Kanzer. Jacques enclenche toutes les fonctions de furtivité et pousse les moteurs à leur puissance maximale. Le refuge n'en est plus un. Nous fuyons à nouveau. Jacques fonce vers les tunnels à plusieurs dizaines de kilomètres devant nous. Il nous faut rejoindre les ports en surface. Notre dernier refuge garde contact avec nous et nous informe. Section d'assaut arrivée sur place. Attaque immédiate. Défense automatique déclenchée. Je peux me connecter au système de surveillance de la rue pour assister à la scène. J'active mes fonctions virtuelles et je me positionne face au refuge que nous venons de quitter. 4 véhicules militaires viennent se positionner autour du bâtiment. Jacques intervient. Je leur réserve une belle surprise. Il fronce les sourcils et ordonne. Contrôle domotique. Le programme lui donne accès à diverses fonctions. Il choisit. Déclenchement, explosion totale. Compte à rebours ? Interroge le programme. Jacques se tourne vers moi. Ils sont arrivés ? Oui, une bonne trentaine de gars se trouvent dans la rue. Certains commencent à entrer chez toi. Il donne la consigne. Pas de compte à rebours. Explosion immédiate. Le déclenchement est instantané. La détonation est phénoménale. Une énorme boule de feu et de fumée monte jusqu'à la coupole. De nombreux corps incandescents jaillissent dans les airs en gerbes aveuglantes. Caleb, resté en retrait, fait partie des survivants. L'onde de choc l'a plaqué au sol. Il se redresse brutalement fou de rage. Une bonne partie de ces hommes sont morts. Il lui faut vite trouver un coupable pour calmer ses nerfs. Il doit certainement penser à moi. Il aurait aimé sûrement me voir sous ce tas de ruines enflammées. Dans un hurlement rauque, il appelle un de ses officiers encore vivant. L'homme s'avance, le regard craintif. Bien que dépassant Caleb d'au moins 2 têtes, il paraît terrorisé et baisse les yeux résolument après avoir entrevu le faciès grimaçant de son supérieur. Il n'ignore pas que Caleb détient sur lui le pouvoir de vie ou de mort, qu'il fait partie du petit groupe de personnes qui prennent les décisions importantes, voire vitales pour le peuple tout entier. Oui, amiral ? Mettez-vous au garde à vous. Le soldat s'exécute, se redressant, levant le menton et bombant le torse. Des gouttes de sueur de synthèse perlent à ses tempes. Il attend son châtiment tout en tremblant. Caleb lui décoche un fulgurant coup de poing dans le ventre. Le lieutenant se plie en deux, offrant involontairement sa nuque à son supérieur qui lui assène alors un nouveau coup encore plus violent que le premier. Le soldat s'aplatit au sol à demi inconscient. L'assistance observe, médusée, ce spectacle dégradant. La terreur règne dans les rangs. Caleb pose lentement son pied sur le crâne du lieutenant et martèle d'une voix forte. « Je n'ai qu'à presser et vous êtes mort !» L'atmosphère est de plus en plus oppressante. Chacun a l'impression que le pied de Caleb va écraser leur propre tête. Vous avez échoué. Vous avez envoyé vos hommes trop tôt et vous avez perdu la trace des fuyards. Je vous accorde 4 jours, pas un de plus. 4 jours pour les retrouver.
Caleb augmente la pression de son pied sur le crâne de son subalterne et poursuit la voix cruelle. Je ne vous conseille pas de revenir les mains vides. Si vous échouez une fois de plus, je vous tuerai. Il appuie davantage, arrachant un gémissement de douleur au lieutenant. C'est bien compris ? Puis, il retire enfin son pied et aide le supplicié à se relever. Une lueur mauvaise au fond des yeux, un rictus sadique déformant sa bouche. Il réajuste le col de son trois quarts de cuir noir et s'éloigne tandis que l'assistance le salue. Ses décorations en argent s'allument d'un reflet rougeoyant lorsqu'il longe le bâtiment enflammé. Je coupe la connexion et reviens dans le Kanzer. Il nous reste encore beaucoup de route. Le voyage est un véritable danger jusqu'à notre arrivée. Malgré les facultés extraordinaires du Kanzer, il n'est pas conçu pour passer à travers la matière. Aussi, un simple barrage physique serait pour nous un obstacle quasi infranchissable. Le choix de notre trajet sera déterminant. Jacques prévient de notre arrivée anticipée. Il contacte Améthyste en mode sécurisé. Elle apparaît sur nos écrans. C'est une belle femme d'environ 60 ans, au crâne rasé, son regard est plein de force et de dignité. Le sourire qu'elle adresse à Jacques fait ressortir un faisceau de rides fines autour de ses yeux, illuminant son regard profond. Il se dégage de cette femme un charme indéniable. Bonjour Améthyste. Bonjour Jacques. Je suis surprise de vous voir déjà. Vous m'aviez annoncé votre venue pour beaucoup plus tard. Vous allez bien ? Oui et non. Je suis au courant de votre infortune. Les mises à prix qui vous concernent ne cessent de monter. Oui, nous sommes en grand danger et j'ai besoin de toi plus que jamais. Que puis-je pour vous, Jacques ? Demandez ce que vous voulez, je ferai mon possible. Dis-moi, Améthyste, travailles-tu encore sur ton projet de véhicule modulaire ? Oui, j'en suis au prototype avancé. Pourquoi ? Eh bien, je te propose d'en faire l'essai à grande échelle. Améthyste sourit. Elle semble favorablement réceptive. J'ai compris. Je le prépare pour vous, Jacques, et j'attends, faites très attention. À très vite. Nous arrivons. Jacques ne coupe pas immédiatement. Il la regarde. Elle le regarde. Vraisemblablement, il existe une connexion très particulière entre eux. Soudain, le Kanzer nous alerte. Barrage droit devant. Barrage droit devant. Mieux vaut éviter le passage en force. Le Kanzer est solide et puissant, mais je ne suis pas certain qu'il puisse défoncer à lui seul un lourd barrage militaire. Nous prenons à droite. Notre route sera plus longue. Mais plus loin, le passage sera certainement plus facile. La tension redescend. Clara s'approche de Jacques. Elle a totalement conscience de la situation et de sa conséquence sur nos vies. Et son attachement pour Jacques lui donne un certain sentiment de culpabilité. Elle pose sa main sur son épaule et lui dit doucement « J'espère que tu ne nous en veux pas, l'oncle. » Jacques esquisse un sourire, mais ne parvient pas à refouler ses larmes. Il prend la main de Clara dans la sienne, la serre longuement, puis la porte à sa bouche pour y déposer un baiser. « Non, je ne vous en veux pas. Vous avez raison de partir. Epoxia n'est pas un beau pays. Si j'avais été plus jeune, je serais parti moi aussi. » Le soulagement de Clara est perceptible. Elle pose son autre main sur celle de Jacques. Puis elle se recule et se tourne vers moi. Son magnifique sourire sonne comme la renaissance d'un espoir. Le trajet se poursuit de la meilleure des façons. Sur les réseaux, nous interceptons les messages gouvernementaux qui confirment notre recherche active et surtout le fait qu'ils ne sachent pas du tout où nous sommes. Nous pouvons désormais filer à vive allure. La circulation est quasi inexistante. La sombre cité s'éloigne pour notre plus grande joie. La coupole gigantesque qui protège Epoxia disparaît peu à peu et un gouffre béant avale le Kanzer pour le conduire aux annexes proches de la ville principale. La route grimpe sans cesse. Nous approchons de la surface et de l'air frais et pollué. Un immense tube transparent nous préserve cependant de la rigueur du climat extérieur. En effet, à perte de vue s'étend une mer de glace et de neige qu'un blizzard balaye continuellement. Le ciel lourd et gris laisse cependant filtrer quelques éclats de lumière. Ce spectacle de désolation nous ravit tout de même, car nous n'avons que très rarement l'occasion de contempler la vie du dehors. La nature nous dévoile sa beauté, hostile et sauvage, presque effrayante. Au loin, une lueur claire et bleutée nous signale la mer.
En effet, le tube longe la côte. Ici aussi, c'est une vision de cataclysme permanent qui s'offre aux rares utilisateurs de ce tronçon routier. L'océan déchaîné soulève de gigantesques lames qui retombent dans un fracas assourdissant et un jaillissement d'écume mousseuse. Certaines d'entre elles atteignent 20 mètres, d'après l'estimation de Gabriel. C'est un galop ininterrompu de vagues scélérates. Le ciel obscur jette une encre épaisse et noire au flot indomptable. L'homme, dans sa course incessante au progrès, fort de sa technologie toute puissante, a oublié depuis longtemps qu'il n'est qu'un grain de sable insignifiant. La pollution, et surtout les essais nucléaires réalisés dans la stratosphère ayant fait sortir la planète de son orbite, l'humanité a dû se résigner à se réfugier au cœur de l'écorce terrestre. Depuis environ un siècle, la Terre a pris un recul de plusieurs centaines de milliers de kilomètres par rapport au Soleil. Par conséquent, la température a chuté de 30 degrés en moyenne sur l'ensemble du globe, nous obligeant à vivre en reclus à l'abri de dômes artificiels. Encore 1 heure de trajet pendant laquelle nous regardons, impressionnés, le déferlement des vagues. Le tumulte nous parvient à travers le tube et nous l'écoutons en silence. Le contour côtier bifurque brusquement vers la gauche et une large enclave apparaît alors collée au glacier géant. Le tube rejoint un dôme transparent abritant l'annexe 16, une petite ville d'environ 600 000 habitants, dont le port compte quelques cargos de marchandises. Aussitôt passé le fronton de la ville, Jacques se gare méticuleusement et fait une analyse complète des lieux. Au bout de quelques secondes, un bilan précis apparaît sur son écran de contrôle. Il enclenche la fonction vocale et chacun peut écouter le synthétiseur de bord annoncer le résultat. Périmètre sans surveillance particulière, aucune section gouvernementale dans les environs. Porte de sécurité de la ville placée au niveau d'alerte minimum. Véhicule non détecté. Pas de prise en chasse ni de véhicule suiveur. Alerte nulle. Situation normale. Fin de rapport. Bien, on peut y aller, il n'y a rien à craindre, déclare Jacques. Il se connecte alors sur ses systèmes de communication sécurisés et contacte à nouveau Améthyste. Améthyste, nous venons de rentrer dans l'annexe. Aucun danger, semble-t-il. Peut-on venir ? Bien sûr, je vous attends. Je transmets à votre véhicule le plan d'accès ainsi que les codes pour les verrous d'entrée. Vous n'aurez qu'à venir en guidage automatique. À tout de suite. En effet, presque aussitôt après la rupture du faisceau vocal, le Kanzer enregistre une suite d'informations venant de l'extérieur et se met à suivre automatiquement un lien virtuel jusqu'à sa destination. Au bout de 5 minutes de parcours, le véhicule s'enfonce de plus en plus dans les entrailles sombres du port et aborde les entrepôts troglodytiques les plus vétustes de la ville. Les quais affleurant les flots sont creusés en partie dans la glace. La zone semble désaffectée. Les radars ne signalent aucune trace de vie. Au bout d'un bref moment, la chaussée éclate tout autour du véhicule. La glace se brise aux jointures du discret monte-charge et délicatement, le Kanzer descend dans l'antre souterraine tandis que des hologrammes diffusent au regard d'éventuels curieux la vision habituelle de la ruelle. Le sas s'immobilise brusquement. Au-dessus de nous, une plaque vient boucher l'entrée. Instantanément, des rampes d'éclairage s'allument tout autour. En face de nous, un autre sas s'ouvre. Améthyste vient vers nous. Jacques lui offre un large sourire. Puis se retourne vers nous et dit « Voici Améthyste ». Améthyste exulte. « Jacques, mon très cher ami, je suis si heureuse de te revoir. » Avec douceur et tendresse, Jacques enlace et embrasse celle qui fut sa collègue la plus proche. Une joie intense éclaire leur visage, et les regards tendres qu'ils échangent nous laissent à penser qu'il y a eu plus qu'une simple relation de travail entre eux. Je réalise soudain que l'oncle n'est pas seulement qu'un éminent scientifique, c'est aussi un homme capable de s'émouvoir et d'aimer. Puis, elle vient vers nous et nous accueille chaleureusement. L'attachement qu'elle a pour Jacques nous donne immédiatement une certaine proximité.